Donc, eh ben, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Hillier. Pierre Hillier, qui est une chaire de professeur à l'université de Rennes. Alors, Pierre a un parcours un peu atypique parce qu'il est à la fois passé dans le système universitaire et dans le système industriel. Donc, 15 ans à l'université ou à l'INRIA, pardon, à travailler sur des problématiques de vision par ordinateur et d'imagerie biomédicale, et puis une quinzaine d'années dans l'industrie auprès de Technicolor sur des problématiques de post-production et de l'utilisation de l'IA dans la post-production. Et puis tu as aussi cofondé une boîte en imagerie biomédicale qui aujourd'hui travaille sur un logiciel qui est utilisé par une trentaine d'hôpitaux et puis plus de 15 000 patients ont utilisé ça. Donc tu as un parcours un peu atypique, je trouve, qui reflète bien aujourd'hui l'Assemblée qui est présente aujourd'hui, donc à l'intersection de l'industrie et de la recherche. Voilà, Pierre va nous parler un petit peu de ce qu'il y a sous le capot des IA génératives. Donc l'idée, c'est pas de rentrer dans des détails très techniques, mais c'est de vous donner un certain nombre d'intuitions sur comment fonctionnent les outils que vous utilisez aujourd'hui. Je te passe la main. Ouais. Merci Marc, et bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très content de venir à ces journées et de venir pour la première fois à Creative Seeds. Et donc effectivement, je vais vous parler de contrôle et d'apprentissage en IA. L'idée, c'est d'entrouvrir le capot de ces méthodes et non, enfin, disons, de comprendre techniquement pourquoi ça marche et surtout qu'est-ce qui marche pas en fait dans ces méthodes-là. Alors évidemment, la première chose, c'est que j'ai demandé à une IA générative de me générer l'image d'un chercheur de 50 ans angoissé par la masse de trucs à lire. On l'a déjà dit avant. On est dans des domaines où ça avance très vite. Les Google Scholar Digest, c'est 15 papiers tous les 2 jours à lire. Donc moi, je ne sais pas suivre en fait ce genre de truc. La seule réponse, c'est l'intelligence collective. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que les journées de Creative Machine, et l'activité tout au long de l'année, c'est peut-être la seule façon de s'en sortir face à cette masse d'informations à digérer. Alors, ce qui est drôle aussi dans cette image-là, c'est qu'il y a ce que je lui ai demandé. Bon, moi, je suis pas très bon en prompt, mais il y a aussi tout ce que je lui ai pas demandé. Donc, par exemple, je lui ai pas dit forcément qu'on était angoissé parce qu'on lisait de la philosophie. Je lui ai pas dit que la meilleure réponse à l'angoisse, c'était de prendre un whisky à 10 h du matin ou des psychotropes écrasés sur la table. Enfin, il y a tout ce que je lui ai pas demandé non plus qui est là. Donc, ça pose quand même le problème de pourquoi ça a quand même réussi à générer cette image-là qui est pas si mal et comment je peux contrôler la génération ou comment je peux influer là-dessus. Voilà, bon, les objectifs, on les a vus là-dessus. Je vais faire un focus surtout sur l'entraînement, sans rentrer dans les détails trop techniques, mais au moins donner les intuitions. Et voir les sujets de recherche actuels sur le contrôle et l'éditabilité. Je ne sais pas si c'est pas un mot très heureux, mais enfin, j'en connais pas d'autres là-dessus. Alors, l'IA générative, c'est plein de méthodes, évidemment. D'ailleurs, bon, souvent, l'industrie fait un peu ce travers de dire que l'IA générative, c'est ChatGPT. En fait, c'est texte ou plein de choses, texte ou musique, texte ou 3D, texte ou image. En vert, ici, moi, je vais focaliser vraiment sur les aspects du texte vers l'image. Bon, Quentin, tu as déjà donné plein d'exemples, donc vous allez rien apprendre. Bien sûr, ces outils-là, ils sont très, très puissants, on fait des super choses avec. C'est quand même une vraie menace pour nos démocraties, je pense. Enfin, ça rejoint déjà ce que tu as déjà dit. Je vous recommande la lecture, si vous ne l'avez pas lu, de cette publication HAL, que vous pouvez trouver très facilement, mini-10 à l'horloge de Poutine, où on voit que ces outils-là peuvent aussi être utilisés pour manipuler nos démocraties. Alors, si on commence par une définition, d'un point de vue du numéricien ou du scientifique, en fait, une IA générative, c'est la capacité à échantillonner, donc tirer des échantillons, dans une distribution qu'on ne connaît pas vraiment, où on n'a que quelques représentants. Alors, le calque ici, évidemment, c'est plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'images. Donc, on a quand même beaucoup de représentants, mais c'est cette capacité à échantillonner, et de manière conditionnelle à des inputs de l'utilisateur. Donc, ça peut être des prompts, par exemple, ou ça peut être aussi des observations passées, par exemple, une séquence de texte qui va me permettre de prédire le prochain mot. Voilà. Donc, c'est une méthode, finalement, d'échantillonnage conditionnel. Alors, ici, on échantillonne du bruit gaussien, c'est-à-dire vraiment je tire des échantillons qui sont distribués selon une loi normale. Et pour moi, un réseau d'IA générative, c'est quelque chose qui va transformer du bruit en un signal, en une image. Voilà. Donc, finalement, ces méthodes d'IA générative, pourquoi ça marche bien aussi? C'est parce qu'on bénéficie de toute la communauté des numériciens ou des maths qui, finalement, ont travaillé sur ces méthodes de flow, de champs de déformation, de courants qui sont étudiés depuis le XVIIIe siècle. Donc, il y a quand même beaucoup de résultats mathématiques assez solides sur ces aspects-là.
Alors, on va commencer par finalement une époque révolue, c'est-à-dire les choses qui ont bien marché, ont permis de lancer ça, mais qui sont plus vraiment en vogue et plus vraiment utilisées. Les auto-encodeurs variationnels, VAE, et les réseaux adversaires génératifs, les GAN. Bon, Quentin, tu l'as déjà mis avant. Vous pouvez ici jouer à ce jeu où il faut cliquer sur l'image qui est vraie versus l'image qui est générée. Bon, on va pas jouer aujourd'hui, on va pas avoir le temps, mais juste si vous voulez gagner après, la petite astuce, le petit trick, c'est de ne pas regarder les attributs faciaux, mais de regarder le fond de l'image, le background, parce que finalement c'est là où, en fait, où on se rend compte que, par exemple, sur l'image de droite, en fait, vous voyez les rebonds du signal qu'il y a sur le fond vert, en fait, nous montrent clairement que c'est celle-là qui est l'image générée, en fait. Par contre, sur les attributs faciaux, là, ça va vraiment très bien marcher. Alors, un peu techniquement, quand même, comment ça se passe pour ces deux réseaux d'auto-encodeurs variationnels et de GAN. Le X ici en vert, c'est à chaque fois mon image, et X', c'est l'image générée. Z, c'est ce qu'on appelle la représentation latente ou cachée, qui va être finalement, il faut le voir comme un vecteur de bruit. Par exemple, dans le cas du GAN, c'est un vecteur de dimension 512 avec des échantillons tirés selon une loi normale. Et les réseaux d'encodeurs et de décodeurs, alors ça c'est disons une terminologie de compression, mais ça s'applique bien aussi dans ces approches diagénératives, c'est des réseaux de neurones ou des fonctions qui vont être apprises sur plein d'échantillons. Donc dans le cas du VAE, on entraîne un encodeur pour plonger nos images dans cet espace latent, puis les décoder. Et on peut après, en imposant la distribution dans Z, on peut tirer des échantillons, c'est-à-dire générer de nouvelles images. C'est à chaque fois ce qu'on fait dans This person does not exist. Je tire un vecteur aléatoire et je génère une image. Dans le cas des GAN, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on va partir de cet espace latent, générer une image, et on va avoir un discriminateur qui va à chaque fois nous dire, être entraîné conjointement pour savoir si l'image est vraie ou pas. Bon. Mais finalement, dans le fond, l'idée reste la même. On part d'un espace latent, on génère une image. Alors, les bénéfices de ça, c'est que, on va le voir après, il y a un désentremêlement ou une linéarisation de quelque chose qui sont très hautement non linéaires dans le domaine image. Et puis, on peut facilement échantillonner, parce que tirer un vecteur aléatoire, ça, on sait bien faire depuis très longtemps. Il y a quelques inconvénients. Le problème, c'est que ces approches-là, elles étaient limitées parce que, par exemple, This person does not exist, en fait, on génère que des images de visage. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner sur une classe spécifique qui sont les visages. Bon, même si maintenant, ça peut se généraliser, mais c'est pas si simple. Souvent, on a des flous, des artefacts. On l'a vu juste avant, par exemple, dans le background, il y avait des vagues, etc. Donc, les statistiques de l'image ne sont pas toujours hyper bonnes. Et puis, surtout, comment on peut générer avec une intention, c'est-à-dire un prompt, et comment on peut éditer ce résultat. Alors ici, c'est génial, la vidéo marche, merci beaucoup. Juste une illustration ici de ce que c'est qu'une marche linéaire en fait dans cet espace-là. Donc vous avez deux représentations de Stalgan. Bon, la résolution n'est pas terrible, mais ça c'est vraiment l'export, mais sinon c'est plutôt pas mal. À chaque fois, on prend 2 points dans l'espace latent, donc dimension 512, et puis j'interpole linéairement. Donc je marche le long de la droite entre les 2 points et je génère une image. Donc vous voyez déjà que l'espace il est bien conditionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchirement, il n'y a pas de rupture. En fait, on a un espace qui est très lisse et très continu. Ça veut dire, d'un point de vue numéricien, que les distances sémantiques entre images peuvent être assimilées aux distances euclidiennes dans l'espace latent, ce qui est une bonne propriété pour nous. Voilà, ça conditionne pas mal d'algos comme il faut. Bon, non, mais oui, on va y revenir après. Dans ce slide-là, je vais vous expliquer pourquoi ça compte, en fait. Donc, l'espace latent, il est bien conditionné. Alors, on ne va pas en parler ici, mais on peut inverser une observation dans cet espace latent, c'est-à-dire retrouver le bruit qui a permis de générer une image. Quand, par exemple, je fais une capture avec mon téléphone portable, je peux retrouver la représentation latente. Et puis surtout, ça permet d'avoir accès à des méthodes d'édition. Je vais vous l'illustrer là vraiment de manière géométrique et un peu intuitive. Parce que la fonction, le décodeur, il est régulier, il est lisse. Eh bien, dans la partie de l'espace, je vais par exemple avoir d'un côté les gens jeunes, si je regarde des visages, et de l'autre côté des gens plus âgés. Voilà. Et géométriquement, ces deux classes vont être un peu séparées dans l'espace. Donc si j'entraîne une méthode de classification qui nous permet de séparer ces deux classes, eh bien, une méthode d'édition très simple, c'est de se balader le long de la direction orthogonale à cette frontière de classification, ce qui me permet ici, par exemple, de transformer quelqu'un de jeune en quelqu'un de vieux. Voilà, donc on voit déjà qu'on a des méthodes d'édition qui peuvent être dérivées de cette représentation latente. C'est-à-dire que là, on travaille dans l'espace latent, dans le Z, dans l'espace du bruit, et ça nous permet quand même d'éditer des images. Voilà.
Bon, le contrôle, vous comprenez bien ici que déjà, on voit un peu les limites. Enfin, on se dit que ça doit bien marcher, mais que par rapport à ce que vous faites au quotidien, on va manquer de finesse et dans le contrôle. Mais bon, ces choses-là, en fait, alors Stylgan, c'est 2018, 2019. Ces choses-là et les méthodes d'édition, c'était entre 2019 et 2024. Mais toutes ces approches-là, en fait, maintenant, elles ont été complètement supplantées par les approches dites de diffusion, qui sont Stable Diffusion, Midjourney, etc. Enfin, toutes les choses que vous utilisez maintenant au quotidien. Alors, la diffusion, c'est un vieux truc en physique, hein, vous le savez, c'est la deuxième loi de la thermodynamique, c'est la tendance naturelle d'un système à aller vers l'homogénéisation. C'est-à-dire, j'ai une pièce avec un radiateur, il chauffe, je coupe le radiateur, la température va, si je laisse le temps couler, la température va devenir homogène dans la pièce. Donc, c'est ça une approche de diffusion. C'est aussi l'augmentation naturelle d'un système, de l'entropie d'un système, si j'ai aucune cause extérieure, enfin aucune réaction extérieure. Et c'est quelque chose qui, historiquement, a été utilisé en vision par ordinateur depuis très longtemps. Ça, c'est un papier qui a maintenant 30 ans, où les gens faisaient de la segmentation d'images. Donc vous avez en haut ici l'image originale avec du bruit. Voilà. Alors c'est 96, hein, donc il faut excuser pour les objets qu'on manipulait à cette époque-là. L'idée, c'est de retrouver les objets qui composent la scène et donc d'enlever le bruit. Les approches étaient des approches dites markoviennes, avec une régularisation qui est que les images probables sont les images pour lesquelles il n'y a pas eu de diffusion. Donc cette idée de diffusion, elle était déjà là depuis très longtemps en vision par ordinateur. Et maintenant, ça a été utilisé en IA générative avec un schéma. Si je reprends mon schéma très simple, alors l'encodeur, en fait, ça veut dire rajouter du bruit. Et finalement, la dimension Z, qui est toujours mon image de bruit, on va lui rajouter un prompt et le décodeur va nous permettre de générer cette image-là. Si je regarde de manière très schématique ce que c'est qu'un algo de diffusion, c'est j'ai une image de bruit avec un prompt en disant c'est un chat, et le réseau de diffusion va générer une image de chat à partir de ça. Bon, l'encodeur, c'est l'ajout du bruit, ça, c'est pas très utile. Ça, on le fait à l'entraînement, mais évidemment, en pratique, on l'utilise jamais. Et le décodeur, c'est un débruitage guidé par un prompt. Alors, si on regarde un petit peu plus dans le détail de comment ça fonctionne, vous avez ici X0 qui est l'image du visage, donc débruité, et XT qui est notre image de bruit. Alors, T, c'est le nombre d'itérations ou le nombre de pas qu'on va prendre. Pourquoi ? Parce que partir de XT, de cette image de bruit, pour aller vers X0, c'est un problème très difficile, parce qu'il faudrait débruiter d'un coup, et ça, on ne sait pas faire. Par contre, si je débruite un petit peu à chaque fois, le problème va être un peu plus simple, et je vais pouvoir approcher le débruitage par un réseau de neurones, guidé par, évidemment, le prompt. Donc, on a plein de résultats là-dessus, sur ces chaînes de Markov, sur comment ça fonctionne, etc. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont étudiées depuis très longtemps en maths. Et en pratique, si on regarde un petit peu plus vraiment comment ça fonctionne, un réseau de diffusion, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau qui prédit le bruit à enlever d'une image. Donc j'ai une version bruitée de mon chat avec un certain pas T ici, à l'entraînement, disons, on va pouvoir spécifier. Et mon réseau ici, le noise predictor, c'est lui vraiment le réseau de diffusion qui va permettre de prédire le bruit en ayant comme input le temps T et l'indication que c'est un chat. Voilà. Donc on va prédire le bruit, retirer le bruit et retrouver notre image de chat. Alors ce réseau-là, en fait, on va l'appliquer. Par exemple, si T typiquement vaut 50, vous avez dans Config UI, je pense que vous avez accès aux paramètres de ça. Le nombre d'itérations, le nombre de pas, c'est exactement le grand T ici de notre algo. Voilà, donc on va appliquer ça 20 fois, 50 fois, 100 fois. Alors c'est pour ça aussi que c'est un peu long des fois la génération, c'est parce qu'il faut faire beaucoup d'itérations pour générer notre image. Alors, ce qui est marrant ici, c'est de connaître l'astuce d'amplification. C'est-à-dire que quand, à l'inférence, à l'entraînement, on entraîne ces réseaux-là, puis après on les utilise à l'inférence pour vraiment générer des images. À l'inférence, on va avoir une astuce d'amplification, c'est-à-dire qu'on va demander de prédire le bruit avec et sans le prompt. Et c'est la différence entre les deux qui va être amplifiée par un certain facteur pour aller encore plus dans la direction du chat. Si vous voulez aller plus loin, en fait, il y a ce truc qui est assez génial. En fait, les gens font des trucs super. Vous avez un diffusion explainer, vous pouvez sélectionner votre prompt, vous pouvez cliquer dans les boîtes, ça va vous donner les détails des choses. Le guide and scale ici qui est à 7, en fait, c'est le facteur d'amplification du bruit généré avec et sans le prompt qui permet d'aller encore plus loin dans le fait de pouvoir générer un chat.
Vous avez la graine ici qui est le bruit qu'on génère et le time step ici à 44, mais il y en a évidemment 50. Voilà. Et ça vous permet en fait d'illustrer graphiquement comment ça fonctionne ces algos de diffusion et de voir pourquoi ça fonctionne bien. Alors, juste pour se faire quand même plaisir et puis voir un peu les détails du truc, la brique en fait qu'il y a ici dessous, ici là, le Noise Predictor Network, ça c'est un réseau de neurones. Et en fait, il y a eu deux architectures qui ont été proposées. En 2020, ce qu'on appelle les UNet, c'est des algos qui avaient été au départ faits pour de la segmentation d'images médicales et qui marchent hyper bien. Détecter par exemple une lésion en radiologie, voilà, ça marche. C'est assez connu. Et puis les transformers qui sont arrivés en 2023, donc maintenant ce qu'on appelle les DIT, Diffusion Transformers, qui sont maintenant les algos un peu état de l'art en fait là-dedans. Les transformers, vous le savez, puisque c'est ça qui était à l'origine des algos type ChatGPT. Bon, les deux fonctionnent finalement. Ces approches-là de diffusion sont assez indépendantes, relativement indépendantes de l'algo ou du réseau qu'il y a dessous. Alors, il y a un aspect qui fait que ça marche. Et ça, c'est le point, le nœud du truc, c'est le clip. Clip, c'est la capacité à aligner des représentations de texte et d'images. C'est un papier d'OpenAI en 2021. Ça a été entraîné sur plein d'images où on collecte à chaque fois des paires avec des images et la caption, enfin la description textuelle de l'image. Clip ici va chercher à entraîner deux encodeurs, un encodeur de texte et un encodeur d'image, qui sont deux réseaux de neurones qui sont entraînés. Et ils sont entraînés de telle façon à ce que les paires qui matchent entre le texte et l'image soient alignées dans cette version MBD ou plongée. Ici, c'est une représentation, c'est un vecteur de dimension 768. Donc, Clip, ce qu'il fait, c'est que il va chercher à aligner les représentations qui matchent et il va chercher à séparer les représentations qui ne matchent pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit contrastive, parce que contrastive, en fait, on plonge dans la même partie les choses qui matchent et on écarte les choses qui ne matchent pas. Alors ça, c'est un papier qui est, pour nous en tout cas, qui faisons de la vision par ordinateur, qui est assez stupéfiant. D'ailleurs, les étudiants peuvent l'utiliser pour faire de la classification zéro shot. Enfin bref, on peut l'utiliser pour faire plein de choses et ça marche vraiment, vraiment étonnamment bien. Et c'est ça qui fait aussi que ces approches de diffusion fonctionnent bien. Pourquoi? Parce que d'abord, l'encodeur de texte, ici, quand je vous ai mis que sur le réseau, on disait E4, on plongeait en fait le chat. En fait, on ne plonge pas le texte, on plonge ici la représentation encodée qui sort de Clip. Donc c'est ça aussi qui permet déjà d'avoir une représentation qui matche avec celle de l'image. Et puis ensuite, on peut utiliser cette perte en fait ici pour contrôler les algos de diffusion en disant que après diffusion, après débruitage, je veux que l'image que je génère avec le prompt soit bien alignée avec le prompt initial. Voilà. Donc ça, c'est une brique, une composante technologique clé qui fait que ça fonctionne plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Rien d'autre. Et donc, voilà. Donc, en conclusion, pourquoi ça marche? D'abord, ces images-là, enfin, ces approches-là, elles produisent des images nettes et c'est assez bluffant tellement elles sont nettes. Et en fait, l'idée de vous avoir dit ce matin pourquoi c'était un débruiteur, c'est de comprendre que les images, elles sont nettes parce que fondamentalement, un algo de diffusion, c'est un algo qui débruite. Donc, c'est normal que les images soient nettes en fait et qu'elles soient bien contrastées puisque en fait, l'algo a été construit pour ça. Donc, il fonctionne sur ce principe-là. Ça marche aussi parce que Clip, dont je vous ai parlé avant, est hyper efficace et ça marche vraiment étonnamment bien. Ça marche bien sûr parce qu'on a des volumes de données énormes. Donc bon, là, je vous ai mis quelques trucs et encore, je suis même pas sûr que ce soit bien un jour, mais on parle de milliards d'images qui sont scrapées sur le web. Alors bien sûr, ça a des conséquences de scraper autant d'images, mais tu l'as déjà dit avant. Il faut filtrer tout le contenu illégal pour éviter de générer de la pédopornographie, par exemple. Ça pose des problèmes chez Wikipédia, a mis des warn notices parce que en fait, 35% de leurs coûts de bande passante sont absorbés par des chatbots qui font que sucer Wikipédia et pomper tout ce qu'il y a. Mais ça, c'est pas de la valeur en fait pour Wikipédia. Donc le contenu de Wikipédia est gratuit, mais l'infra de Wikipédia n'est pas gratuite. Donc ça pose vraiment un problème. Et puis, bon, les problèmes de droite, on en a déjà parlé. J'ai pas résisté au fait je l'ai pas fait moi-même, mais j'ai pris l'image d'Emmanuel Macron, bien sûr, qui a fait ce truc Ghibli. Et évidemment, bon, on va en parler, je pense, après, mais évidemment, c'est terrible. Ce qui est encore plus terrible, je trouve, c'est la désinvolture avec laquelle Sam Altman traite le truc. Mais bon, c'est des gens qui sont quand même globalement assez désinvoltes. Alors,
maintenant, c'était bien de voir un peu qu'est-ce qu'il y a sous le capot et pourquoi ça fonctionne. L'intérêt aussi, c'est de voir ce qui fonctionne pas dans ce genre d'approche et ça nous amène vers les sujets chauds et qu'est-ce qu'on est en train de développer. J'ai aucune notion du temps. Il faut que j'accélère. Ok, je vais accélérer. Alors, évidemment, quand vous demandez à ce genre d'approche de générer une carte de l'Europe avec les noms, bah, forcément, ça fait n'importe quoi. Mais c'est pas du tout entraîné pour ça. On se rend compte qu'il y a beaucoup de Parisiens et beaucoup d'Allemands en Europe, hein, d'ailleurs. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. À la limite, bon, cela dit, ce genre d'algo, c'est pas du tout fait pour ça. Il n'y a aucune connaissance sémantique sur la géographie ou sur les cartes. Mais plus problématique, quand là, je lui ai dit, bah, c'est bien ton image, mais remplace-moi le titre du bouquin, parce que je voudrais autre chose. Là, ça m'a sorti quelque chose que je voulais pas vraiment, où le titre, il n'était pas au bon endroit. Bon, alors, vous allez me dire, c'est sûrement sans doute parce que je suis nul en prompt, et ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est aussi, bah, ça pose vraiment le problème des contrôles locaux. C'est-à-dire, d'un point de vue, je pense, dans votre pratique, comment est-ce qu'on peut contrôler les objets, leur pose, leurs détails, la lumière, la caméra, enfin bref, faire tout ce que vous avez appris à l'école et ici, je pense, tous les jours, quoi. Donc, bien sûr, là, c'est un peu compliqué. Alors, vous êtes sûrement des. La première solution, c'est évidemment de devenir un prompt engineer de classe internationale et machin. Maintenant, je sais même pas si vraiment on peut arriver à faire exactement ce qu'on veut avec du prompt. Mais là, je suis assez intéressé d'ailleurs par non seulement discuter avec vous et surtout voir les films ce midi parce que là, ça va être super intéressant, même pour moi. Je vais apprendre, je pense, plein de choses, de voir comment ça peut marcher. Euh, alors, il y a que ça conduit à quelques sujets chauds. Si j'ai le temps, je vais essayer de parler des points en vert, mais je ne sais pas si j'aurai le temps pour tout. Mais il y a quand même plein de points actuellement dans la littérature où la communauté regarde. Alors, bien sûr, c'est le contrôle et l'édition de ce genre d'approche, ou des réseaux un peu généralistes ou versatiles qui permettent de faire pas mal de choses. Comment on peut s'adapter à des données spécifiques? Parce que on pourrait même imaginer que des studios soient intéressés, enfin, tu l'as dit, bon, certains refusent de le faire, mais qu'ils puissent apprendre sur leur base documentaire éventuellement. Ça, c'est une possibilité. Bah, de toute façon, tu l'as dit pour Dune aussi, hein, finalement, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Il y a des problèmes aussi de résolution et de vitesse dont je n'ai pas parlé, mais en fait, ces algos de diffusion travaillent à toute petite résolution, c'est 228 par 228 en général, donc il y a le problème de l'upscale et de la 4K. Il y a le problème aussi, mais dont on ne va pas parler aujourd'hui, c'est celui du watermarking. Je pense que c'est un vrai sujet qui n'est pas assez abordé. Comment on peut en fait watermarker des images d'IA génératives, par exemple pour dire ça a été généré avec tel algo, avec tel prompt, etc. Et que chacun puisse, même chaque citoyen, puisse en fait s'emparer aussi de ces approches de watermarking pour contrôler. Alors, chez Ouest France, évidemment, vous interdisez absolument d'utiliser les IA génératives, et c'est normal en tant que journaliste, mais il y a des gens qui sont moins scrupuleux, et on devrait pouvoir, en tant que citoyen, contrôler que c'est une image d'IAGène et pas une image captée. Alors là, je pense que je ne vais pas avoir le temps pour tout, mais l'idée, c'était d'aborder rapidement, de broser en fait 5 points, 5 réponses possibles à comment on fait du contrôle et de l'édition dans cet espace-là. Alors, le premier, c'est Control Net. Ça, c'est déjà un plugin dans Config.UI. Donc, ça existe, en fait, hein. L'idée, ça a été publié en 2023. C'était le Best Paper Award à une des grosses confs de notre domaine. L'idée ici, c'est de geler un réseau de diffusion, mais d'avoir un réseau auxiliaire qui, lui, on va pouvoir apprendre ou conditionner par des choses supplémentaires. Par exemple, vous voyez, les normales, un sketch, des données de l'utilisateur, etc., etc. Et donc, ça permet en fait d'avoir déjà un premier niveau de contrôle un peu structurel en donnant par exemple les contours ou les normales, ou, etc., qui permet déjà de guider un petit peu ces approches de diffusion. Un deuxième aspect, c'est d'aller vers du contrôle explicite de certaines features qu'on manipule, par exemple la lumière, les caméras, etc. Donc là, ça c'est un papier qui a été publié l'année dernière. Vous avez un des auteurs dans la salle qui a acquis plein de paires d'images avec des trajectoires de caméra et des trajectoires de personnes, et on entraîne un réseau de diffusion pour générer la trajectoire de la caméra qui correspond au prompt qu'on a donné. Il y a la même chose d'ailleurs, ça vient de sortir chez Adobe, un papier CVPR, où il y a un contrôle explicite aussi de la lumière qui peut être fait par ce genre d'approche. Voilà. Donc on va vraiment sur des attributs, disons métiers, de la compétence métier, qu'on va contrôler explicitement avec ces réseaux de diffusion, mais ça nécessite là par contre de les entraîner. Donc il faut avoir la capacité à le faire, ça a un certain coût. Il y a aussi dans la littérature des gens qui font de l'édition basée exemple. Donc là, ils vont collecter par exemple des paires avec des edits
alors soit fait manuellement, soit fait avec des algos. Par exemple, si je rajoute des lunettes et je vais apprendre un réseau de diffusion qui va, disons, générer des lunettes sur quelqu'un. Donc j'apprends à partir de ces exemples-là. Bon, ça marche assez bien, mais vous voyez que c'est difficilement généralisable à toutes les éditions qu'on veut faire. En tout cas, ça va être compliqué de les contrôler. Un truc qui est en ce moment je trouve très intéressant et très promoteur, c'est d'être capable d'inverser. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur les approches de GAN et de VAE, on était déjà capable d'inverser une observation, par exemple une photo de mon téléphone portable, de l'inverser dans l'espace latent du GAN. Ici, c'est la même chose. Une image d'entrée, l'algo s'appelle Renoise, parce que je retrouve en fait le bruit qui a généré l'image. Et donc, je suis capable de retrouver, par exemple, l'image du chien. Et après, du coup, je peux faire tous les edits en manipulant le prompt, mais je sais que je vais déjà garantir une certaine fidélité par rapport à mon image originale. Donc, c'est déjà une façon aussi de faire de l'édition sur une image donnée en garantissant la fidélité. Et puis, et je vais arriver au bout de l'exposé. Donc, finalement, non, j'ai déjà exposé le temps, un peu. Vers des modèles versatiles. En fait, ça, c'est un papier d'Apple qui vient de sortir l'an dernier. Il n'y a pas le code, mais l'intérêt ici, c'est d'aller vers des approches de diffusion qui font plein de choses. Donc, ils sont capables, par exemple, de faire de la composition avec des attributs sémantiques, de calculer la normale, la pause, etc. Donc, finalement, l'intérêt de ce genre de réseau, c'est qu'il devient très généraliste parce qu'il apprend à faire plusieurs tâches en même temps. Et donc, il intègre en fait beaucoup de connaissances sur les images. Voilà. Bon, conclusion, je pense que ces méthodes d'IA générative, j'ai essayé de vous convaincre que c'était méthode de flow, c'est-à-dire un champ de déformation du bruit vers des images. Donc, elles sont très puissantes, mais il y a des enjeux en termes de contrôle et d'interprétabilité des résultats. C'est un champ de recherche, évidemment, hyper actif. Et il y a plein de choses à faire. Alors, j'ai mis quelques références. Moi, je veux bien partager. Enfin, si ça vous intéresse, évidemment, les diapos seront partagés. Hein. Et puis, je finis juste avant de prendre des questions sur ces images de vidéo, parce que là, évidemment, j'en ai pas du tout parlé, mais le champ de recherche actif, c'est surtout le texte ou vidéo. Alors, ça joue pas en boucle, mais vous verrez ici que voilà, c'est assez marrant. Avec du prompt, on peut faire des choses un peu impossibles en garantissant que le sable va rester sec, même si on verse de l'eau dessus. Voilà, j'ai pas trop dépassé. Très bien. Non, ça va. Impeccable. Okay. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'espère que vous avez tout compris. Il y aura une interro à la sortie, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, il y a le micro. Je sais pas. Oui, bonjour, merci. Je me posais la question avec ces algorithmes-là, est-ce qu'on sait si on est arrivé à un point de palier? Est-ce qu'il y a des technologies qui peuvent arriver, qui peuvent prendre le relais? J'ai l'impression que là, on a absorbé des quantités astronomiques de data. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une limite, en fait? Alors, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est dur? C'est une super question, mais qu'est-ce que c'est dur d'y répondre? Enfin, je m'en doute. Non, mais c'est vrai, comme disait déjà Pierre Dax, hein, prédire l'avenir, c'est compliqué quand il s'agit du futur. Donc là, Mais vous le savez un peu plus que nous, du coup. Si vous dites que c'est dur, c'est que voilà. Bah ouais, non, mais il y a clairement... De toute façon, d'ailleurs, la question se pose de manière générale aussi, même sur les texte-to-texte, les chats GPT, etc. On a probablement déjà absorbé tout le contenu disponible, y compris le contenu Internet, ce qui fait que la capacité à, disons, améliorer ces algos via des nouvelles données, elle est sûrement très limitée. C'est pour ça que, ouais, tu pourras répondre, mais c'est pour ça que justement j'ai insisté à la fin sur d'autres algos ou d'autres approches qui permettent justement de faire du contrôle ou de rajouter d'autres attributs, voilà, de dériver un peu ces algos, parce que le pass mainstream ou vraiment Stable Diffusion, je pense qu'en rajoutant plein de nouvelles données, on n'arrivera pas à faire beaucoup mieux en fait. C'est pas forcément pour apporter une réponse, mais effectivement, sur le premier exposé, moi j'étais frappé là du Spider qui était super, mais il me semblait qu'il manquait un truc qui était quand même l'aspect créativité et en fait la chambre d'écho de l'IA aujourd'hui, parce qu'une fois qu'on a rattrapé un peu tout ce que les humains ont produit en allant scraper, on arrive, on n'est plus très créatif. Et pour autant, on a, tu vois, ces exemples complètement délirants d'hallucination.
Et on a aussi des algos d'IA aujourd'hui qui commencent à avoir des capacités émergentes, c'est-à-dire qu'ils font des choses pour lesquelles ils n'ont pas... Tu vois, tout ce que tu nous présentes là, c'est quand même, on a une intention quand on les développe, ils vont faire quelque chose, ils sont là pour résoudre des problèmes, et on voit quand même avec certains algos d'IA arrivent à développer des capacités inattendues. Et notamment aussi, alors on aura les chemins de raisonnement, etc. Donc c'était un peu quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que ça c'est une voie pour aller au-delà de la chambre d'écho? Tu vois, comment on va au-delà de ce que la production humaine? Est-ce que comment tu vois les choses par rapport à ça? Ouais, merci Patrick. Elle est simple ta question. Ça c'est cool. C'était pas une réponse. Hein. Non, mais c'est hyper intéressant, mais c'est plus un sujet de discussion pour tout à l'heure que, enfin, tu vois, c'est une question. Les artistes ont leur mot à dire là-dessus. Ouais, c'était pas sur un outil créatif, hein, c'était un outil de diagnostic en l'occurrence. Je l'ai pris parce que je l'ai vu passer et je pense que c'est un bon outil de réflexion. Mais là, sur la créativité, il y aura une session là-dessus. C'est étudié en ce moment par des chercheurs en sciences humaines. Moi, je suis surtout curieux de voir comment vous pouvez vous emparer en tant qu'artiste de ces outils-là. Tu vois, parce que là, tu vois, les impossible videos, le hacking est toujours une technique. Hein. Il faut faire un prompt de fou pour avoir. Enfin, je veux dire, il y a des outils pour aider à prompter maintenant. On prompte plus nous-mêmes. Oui, il y a même des outils pour aider à analyser le prompt. Si ton prompt est bon ou pas. Donc, vous verrez, dans le retour d'expérience, il y a des stratégies sur les prompts. C'est pas les mêmes pour tous les outils, etc. Il y avait une autre question. Ouais, mais ça sera vraiment la dernière. On t'a dit non. Sur d'autres sujets. Bon, merci beaucoup. Merci. Ouais, merci. Alors, on va enchaîner, on n'est pas si en retard que ça.